Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous poursuivons cette semaine notre discussion avec Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors la semaine dernière avec vous, on a évoqué la place des femmes dans le négoce au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette thématique et nous allons nous intéresser aux femmes déportées en tant qu'esclaves durant la traite des Noirs. Je signale à nos auditeurs que l'association Les Anneaux de la mémoire a publié sur cette thématique un ouvrage intitulé « Les femmes dans la traite et l'esclavage » en 2003. Alors ma première question, Bernard, pourquoi une étude genrée sur la déportation des esclaves est-elle pertinente ? Est-ce que les femmes dans la traite atlantique ont été occultées ? Occulter, le terme serait sans doute un peu exagéré, un peu fort, mais force est de constater que la déportation, comme beaucoup d'autres thématiques, a d'abord été étudiée sous un angle masculin par les historiennes et les historiens qui se sont intéressés à cette question. Cette question de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre est aujourd'hui, je dirais, mieux prise en considération par les différents spécialistes. Peut-être rappeler pour nos auditeurs que ce terme de genre, cette approche genrée, nous vient de la sociologie. C'est une sociologue anglaise qui s'appelle Anne Oakley, qui a introduit dans les années 1970 ce terme de gender pour théoriser la distinction entre le sexe, qui est une donnée biologique, et le genre, qui est une construction sociale. L'historienne américaine Joanne Scott, quant à elle, a vu dans ce concept de genre une façon de signifier des rapports de pouvoir provoqués par la domination masculine. Et aujourd'hui, je dirais que les historiens se sont emparés de ce concept du gender, donc en français le genre, pour étudier, je dirais, au sein de la société, les relations entre les hommes et les femmes. Puisque une première partie de l'histoire du genre a consisté dans un premier temps à voir l'histoire des femmes, c'est-à-dire à faire émerger dans les thématiques la place que les femmes ont pu occuper dans l'histoire, mais faire une histoire des femmes toutes seules n'a pas forcément peut avoir de l'utilité, bien évidemment en soi, mais l'idée c'est quand même d'étudier au sein de la société comment les hommes et les femmes ont pu fonctionner. Des études assez récentes. Est-ce que nous avons des chiffres sur la part numéraire des femmes déportées, qui, je le rappelle, donc a concerné entre 12 et 13 millions de personnes entre le 15e et 19e siècle ? Sur la traite organisée par les puissances européennes, à laquelle vous faites allusion, on dispose de chiffres. L'historien canadien Paul Lovejoy indiquait que, de manière tacite, les négriers européens essayaient de parvenir à une situation où on embarquait 2 hommes et une femme, c'est-à-dire un ratio masculin-féminin de 2 hommes pour une femme. Ce ratio, on peut le retrouver dans les archives nantaises. Si je prends l'exemple du navire nantais La Victoire, en m'appuyant sur le répertoire de l'historien Jean Métas. La Victoire est un navire négrier nantais armé en 1765. C'est un navire qui jauge 200 tonneaux et qui se rend le long de la côte d'Angole. Ce navire arrive au Cap, donc le Cap français, à Saint-Domingue, terme de sa traversée, et il introduit aux îles 265 hommes, 72 femmes, 46 garçons, donc on appelle les négrillons dans les sources, et 43 négrites, ce qui désigne donc une jeune femme noire. Si l'on additionne ces chiffres, on voit qu'on introduit ici 293 hommes, et 133 femmes, donc un ratio de 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Ce sont à peu près les chiffres que l'on retrouve et qui sont donnés par l'historien Éric Saugerat pour la traite bordelaise. Savons-nous pourquoi les armateurs déportaient 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes ?
La raison est essentiellement dans le fait que la main-d'œuvre qui est réclamée par les planteurs dans les colonies européennes et françaises en particulier, on a surtout besoin de travailleurs agricoles. Et on estime que les hommes, dans la force de l'âge, sont plus à même de produire un travail, je dirais, quasiment de forçat par rapport à des femmes. Est-ce que justement, par rapport à ces tâches assignées, est-ce que celles des femmes donc étaient vraiment différentes de celles des hommes ? Par exemple, est-ce qu'on les retrouve plus dans les tâches domestiques ? Je pense aux lessiveuses, aux servantes ou aux cuisinières. Effectivement, ces tâches-là étaient davantage accomplies par des femmes, mais il ne faut pas imaginer uniquement les femmes, je dirais, utilisées comme domestiques dans les plantations. Les femmes travaillent elles aussi dans les champs, et en particulier dans les champs de canne à sucre, participent aux tâches liées donc à la récolte de la canne, à sa culture. On a des exemples tout à fait documentés. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien Bernard Michon et nous abordons aujourd'hui la place des femmes esclaves dans la traite atlantique. Alors dans le Code noir, il est dit qu'une femme esclave donne naissance à un enfant qui sera lui-même esclave. Les femmes ont-elles été notamment achetées pour leur rôle entre guillemets de reproductrices afin de diminuer notamment les importations de captifs ? Il faut, de ce point de vue-là, distinguer les politiques natalistes qui seront menées en particulier aux États-Unis au XIXe siècle, de celles des colonies françaises et en particulier de la colonie principale de Saint-Domingue, où les politiques natalistes sont quasi inexistantes. On a à Saint-Domingue une volonté ferme de produire toujours plus, et on considère qu'une femme
et en particulier si elle tombe enceinte, va être pendant une période, je dirais, improductive. Donc, il n'y a pas d'encouragement à les politiques natalistes. Et on le voit dans les différentes plantations esclavagistes qui ont pu être étudiées, les taux de natalité sont extrêmement limités sur les plantations. Cela s'explique par la dureté du travail et également par les privations, je dirais, alimentaires. Mais une dernière explication, c'est également le fait que les femmes ne souhaitent pas obligatoirement mettre au monde, je dirais, d'enfants qui seront eux-mêmes esclaves, hein, vous l'indiquiez. Alors, cela n'empêche pas, à la fin du XVIIIe siècle, à un moment où le mouvement abolitionniste prend de l'ampleur, je dirais, cela n'empêche pas certains planteurs d'adoucir, entre guillemets, la condition de certains esclaves et à leur permettre de se marier, de fonder une famille, en disant effectivement que ça permettra de limiter les importations d'esclaves. Mais on peut dire que pour Saint-Domingue, ces politiques natalistes n'ont jamais fonctionné, c'est-à-dire que la population servile n'arrive pas à augmenter par croix naturelle, n'arrive pas à se maintenir, et il faut toujours recourir à la traite pour alimenter les plantations en esclaves. Par rapport à la résistance, et notamment je pense aux fugitifs et aux fugitives, est-ce que le rôle des femmes a été différent de celui des hommes ? Les femmes, nous l'avions vu dans une émission lors de la saison 1 avec Anne-Sophie Coudray, les femmes ont joué un rôle assez important dans les formes de résistance à l'esclavage. Pendant longtemps, on a considéré que les femmes étaient moins sujettes au marronnage, les femmes se révoltaient moins que les hommes. On tend aujourd'hui à nuancer ces interprétations schématiques. Les femmes, comme les hommes, ont résisté au système esclavagiste et il faut évidemment ici l'affirmer nettement. Certaines femmes fuient les plantations, donc ce sont des femmes marronnes, hein, donc on avait évoqué dans des émissions précédentes le rôle du marronnage, sans doute peut-être en nombre moins important que les hommes. Cependant, on voit comment les femmes jouent un rôle important dans certaines révoltes serviles où elles sont présentes. On voit également comment les femmes participe à la transmission de la culture, des valeurs héritées du continent africain, et je dirais dans le maintien d'une culture et dans la création d'une culture que l'on qualifierait aujourd'hui de créole, ces femmes ont joué un rôle tout à fait déterminant. Bernard Michon, merci. On se retrouve la semaine prochaine et nous allons aborder ensemble les capitaines des navires négriers. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.